Elle est mariée à un policier quand un beau jour, tout bascule. Le policier n'a plus vu sa femme depuis plusieurs jours. Étant justement au fait des avis de recherche et de la procédure, d'immenses recherches vont commencer pour retrouver cette mère de famille. C'est parti! Elle, Lork Nielsen, est née le 7 juillet 1947, elle est danoise. Lui, Richard Kraft, est né à New York le 20 décembre 1937 et il est le plus jeune d'une famille de 3 enfants. Il a donc 2 sœurs aînées. Son père, lui, John Kraft, est un homme d'affaires très prospère à Manhattan vers le printemps 1969. Richard Kraft était un jeune pilote de ligne à l'air un peu dégingandé qui portait ses cheveux bruns foncés négligés. C'était pas du tout le type de pilote de ligne dont on a l'habitude, vous savez, avec le sourire ultra bright, coiffé nickel. Non, lui, c'était plus le style sauvage, un peu négligé à la Johnny Depp. Et certaines femmes trouvaient cela très attrayant, le genre sauvage, comme je vous l'ai dit. Il était renfermé et même hautain sur les bords. Il ne correspond donc pas à l'image stéréotypée d'un pilote que l'on se fait, souriant et avenant. Richard, c'est tout le contraire. Bien qu'il ait un emploi du temps chargé, Richard a toujours trouvé du temps pour sortir et aller boire des verres. C'est alors qu'en 1969, il se fiance à une jeune femme. Mais quelque temps plus tard, il va rencontrer elle, notre fameuse Danoise. Elle, ne semblait pas s'en soucier. Elle s'en fiche qu'il soit fiancé. Cela ne la dérange pas du tout et elle va continuer à le fréquenter malgré tout. D'ailleurs, Richard va sortir avec plusieurs femmes pendant qu'il fréquente elle. Mais cette situation devient parfois houleuse. Cela va faire des scènes très violentes devant leurs amis qui iront jusqu'aux mains de part et d'autre. C'est un couple volcanique qui vit à 100 à l'heure avec des libertés, mais parfois cela dérapait à mort, boisson, sexe et dérapage. Ils se sont, comme je vous l'ai dit, donc souvent battus en public, mais d'une manière ou d'une autre, ils sont toujours revenus ensemble. Les amis d'elle se méfiaient de Richard et certains vont le montrer. Ils vont montrer une hostilité ouverte à son égard. Ils ne le calculaient pas, ils lui répondaient à peine. Ils pensent que Richard était la cause de tous les soucis affectifs de elle. Avec un homme comme Richard, elle ne pouvait pas être heureuse, aussi bien amoureusement que dans sa tête, puisqu'il ne peut pas lui donner confiance en elle. Il va tout le temps voir ailleurs et ils sont tout le temps en train de se disputer. D'ailleurs, la plupart de ses amis ne pouvaient pas comprendre l'attrait d'elle pour Richard. Alors qu'il était évident qu'avec son sourire et son charme, mais elle pouvait avoir qui elle voulait, tous les hommes étaient attirés par elle, elle était si charmante. En 1975, elle est tombée enceinte de l'enfant de Richard. En novembre de la même année, ils se sont mariés dans le New Hampshire. L'année suivante, en 1976, ils vont acheter une maison dans la ville de Newton, dans le Connecticut. Et elle a enfin accouché. Ils auront par la suite 2 autres très beaux enfants, donc une famille de 5. Elle va retourner à son travail d'hôtesse de l'air et ils vont donc embaucher une fille au père, une nounou, pour garder les 3 jeunes enfants. Cette nounou s'appelle Dawn Marie Thomas, elle a 19 ans. Richard, lui, va continuer son travail en tant que pilote de ligne et il va être de plus en plus absent de chez lui. À noter qu'ensemble, donc à 2, leur revenu dépasse à peu près 125 000 $ par an, ce qui à l'époque les a classés parmi les 5% de familles aisées aux États-Unis dans les années 1980. Richard, lui, il va gérer les finances de main de maître, ce qui va lui permettre de dépenser beaucoup d'argent pour sa passion favorite, collectionner les armes à feu. Il avait déjà commencé cette collection d'armes alors qu'il était célibataire, mais après avoir acheté une grande maison, Richard a enfin l'espace pour tout stocker, sa passion n'a plus de limite. Vous saviez donc que déjà avant d'être mariés, il y avait plein de disputes dans le couple et cela va s'empirer maintenant qu'ils sont mariés. Maintenant qu'ils sont donc mariés, les disputes vont s'empirer et c'est le moment pour toi de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Reprenons. Donc, il y avait déjà des problèmes dans le mariage, et ceci même en dehors de la fascination de Richard pour les armes à feu. Et malheureusement, elle va apparaître en public à plusieurs reprises avec des ecchymoses sur le visage. Une de ses amies a dit plus tard qu'elle avait été agressée physiquement par son mari. Cette même amie a également déclaré qu'elle était profondément blessée
par la façon dont Richard l'avait traitée pendant sa grossesse et qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Après la naissance des enfants, Richard disparaissait pendant plusieurs jours sans rentrer à la maison. Il laissait elle toute seule avec les enfants et en plus, il ne lui disait jamais ce qu'il faisait et où il allait. Il faisait simplement ses valises et partait. Plusieurs jours plus tard, finalement, il revenait toujours à la maison. Elle n'a jamais su s'il était absent pour des affaires, pour des expositions d'armes à feu ou en charmante compagnie, il ne disait rien. Puisqu'il décidait de la façon de dépenser l'argent dans cette famille, il avait décidé que sa femme payerait tout pour la maison et lui, en revanche, il gardait tout son salaire pour ses propres passions, c'était elle qui faisait tourner la maison. Si nous faisons donc le point, il rentre, il part. Il rentre quand il veut et dépense son argent comme bon lui semble, laissant sa femme s'occuper de la famille et tout payer. Et là, une nouvelle passion va naître chez Richard, le paysagisme. Il va acheter une variété d'équipements d'aménagement paysager, tracteurs, tondeuses et un tractopelle de 25 000 $ qu'il ne va jamais utiliser et laisser dans la cour traîner, ce qui va poser beaucoup de problèmes aux voisins parce que tout cet attirail va rouiller et cela ne fait pas du tout joli dans la cour avant de la maison. En effet, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, les devants de maison sont très très importants. Il y a même dans certains États des centimètres à respecter pour la hauteur de la pousse de la pelouse et si vous dépassez ce centimètre, vous recevez une amende. Chez les Américains, c'est très sérieux, le quartier doit être joli aux yeux de tous. Et donc, cette famille, les Kraft, était très mal vue dans le voisinage à cause de Richard qui laissait tout traîner dans la cour et qui n'entretenait finalement pas son jardin. Et il semblait d'ailleurs aussi que sa maison avait elle aussi besoin de travaux ou de réparations, elle n'était pas des plus étincelantes. En 1986, Richard va être embauché comme policier dans la ville voisine de Salisbury. Son salaire était de 7 $ de l'heure, bien en dessous de son salaire en tant que pilote de ligne. Il a même payé pour des séminaires de formation coûteux qui donnaient des instructions sur les procédures policières. Richard a une nouvelle marotte, une nouvelle passion, celle d'être policier. Richard Kraft a effectué ses fonctions policières avec une étrange ferveur, une passion dévorante pour être policier, il ne pensait qu'à ça, policier jour et nuit. Il a même acheté une Ford Crow Victoria de 85, c'est exactement le même type de voiture que la police avait, mais lui c'était pour son usage personnel. Il l'a équipé à ses propres frais, de radio, antenne et lumière de police et même une sirène. Et pendant tout ce temps, depuis qu'il était marié, Richard a continué à voir d'autres femmes. Elle était consciente de son infidélité, mais elle l'a tolérée, sûrement pour le bien de ses enfants, disait-elle à ses amis, ou peut-être pour maintenir les apparences. Mais leur mariage est de plus en plus en difficulté. Elle a parlé ouvertement du divorce avec plusieurs de ses amis, et à l'été 1986, elle a obtenu les services d'un avocat spécialisé en divorce, et elle a même engagé un détective privé nommé Kes Moyo, un ancien flic du Connecticut, pour recueillir des preuves contre Richard. Dawn Marie Thomas, la fille au père, la nounou des Kraft, dira plusieurs détails importants sur leur couple. Tout démarre le matin du 19 novembre 1986. Richard va rentrer dans la chambre de la nounou et l'a soudainement réveillée à 6 h du matin. Il a dit à la nounou qu'elle était partie à Westport chez sa sœur à lui et qu'elle reviendrait plus tard. Il veut emmener les enfants et la nounou rejoindre sa femme chez sa sœur. Pas une minute à perdre, il faut se préparer. Marie Thomas a trouvé cela étrange, puisque la ville de Newton avait été frappée par une violente tempête de neige pendant la nuit et qu'il n'y avait même plus de courant pour les lampadaires. Richard a insisté pour emmener les enfants chez sa sœur tout de suite pour rejoindre sa femme. Il va donc réveiller les enfants, les habiller et les charger dans la voiture avec la nounou qui est interloquée mais qui obéit à son employeur. Après tout, elle est à son service. Ils vont donc chez sa sœur, ils arrivent et là la nounou va être étonnée car elle n'est pas là. Alors qu'elle est partie selon Richard bien avant eux, elle devrait être arrivée, pas de trace de la mère de famille. La nounou dira que Richard n'était pas revenu de la journée, il était parti, mais qu'a-t-il fait de la journée pendant que la nounou et les enfants restaient chez sa sœur? Elle
la mère de famille, ne s'est toujours pas présentée chez sa sœur, mais elle aussi, où est-elle? Plus tard dans la soirée, Marie-Donne la nounou a demandé à Richard où était elle et il a juste répondu « je ne sais pas ». Le lendemain, lorsqu'elle a posé à nouveau la même question à Richard, il lui a dit qu'elle était au Danemark parce que sa mère était malade. Donne la nounou a également dit qu'elle avait remarqué pour la première fois que des morceaux du tapis avaient été découpés dans la chambre principale. Richard lui aurait dit qu'il avait renversé de l'essence sur le tapis et qu'il devait être remplacé parce que l'odeur était trop forte. Mais les soupçons et la disparition d'elle deviennent trop forts. Et la police de Newton a demandé à Richard Kraft de se soumettre à un test du détecteur de mensonges. Il a accepté sans sourciller et va le réussir le 4 décembre. Même si les examens polygraphiques sont irrecevables en tant que preuve devant les tribunaux, ils peuvent être un outil pour les enquêteurs et malheureusement beaucoup de policiers vont croire à l'innocence de M. Kraft. Pourtant, malgré les résultats du test, cependant, certains détectives, eux, croyaient le contraire. Ils pensaient que M. Kraft savait quelque chose. Il y avait en effet quelque chose d'étrange à propos de ce pilote de ligne professionnel qui aimait jouer aux flics à temps partiel, qui roulait dans une fausse voiture de police et prenait des emplois de garde de sécurité pour quelques dollars de l'heure. Les détectives ont également écouté les amis de elle qui vont être appelés constamment à comparaître pour l'avancement de l'enquête. Les déclarations de la nounou Dawn Marie Thomas et d'autres jettent de sérieux doutes sur l'histoire de Richard Kraft et la disparition de sa femme. Les comportements de Richard Kraft depuis le 19 novembre ont été pour le moins discutables et inhabituels. Il ne s'inquiétait pas, il était comme désinvolte. Mais il n'y avait à ce jour aucune preuve qui incriminait Richard sur la disparition de sa femme. Elle avait tout simplement disparu. Les détectives de la police ont décidé de rappeler Richard pour un autre interrogatoire. Quoi que la police va demander, Richard Kraft avait toujours la bonne réponse. Son comportement semblait coopératif mais réservé. Il répondait aux questions simplement ni plus ni moins. Ses réponses n'étaient pas vraiment des mensonges, c'était plutôt des demi-vérités. Et pour un homme dont la femme avait soudainement et inexplicablement disparu, Richard Kraft semblait plutôt peu soucieux et très calme. Il va être libéré après avoir fourni aux policiers une brève déclaration d'une page qui ne va pas être très utile. Les détectives se sont retrouvés avec encore plus de questions que de réponses qu'auparavant après ce deuxième interrogatoire. Mais ils devenaient de plus en plus convaincus que tout ce qui est arrivé à elle d'une manière ou d'une autre est à cause de Richard. Kes Mayo, qui avait été employé par elle pour faire des recherches, est depuis le premier jour, lui, impliqué dans l'affaire. Il pense que le responsable de sa disparition est son mari. Tel un Sherlock Holmes en colère, il va mener l'enquête et tout faire pour trouver des réponses. Et accrochez-vous parce que ce qui va suivre est vraiment très gore, dégueulasse. Avec l'aide de l'équipe locale de collecte des ordures, Mayo a recruté quelques aides et pendant les jours suivants, il a fouillé des montagnes de déchets à la décharge. C'est irrespirable et l'équipe, bien qu'habituée, a eu beaucoup de courage. Mais ils ont réussi à localiser une partie du tapis des Kraft qui était alors dans la chambre, dans la résidence des Kraft. Mayo était sûr que c'était une pièce manquante et le tapis avait également des taches qui semblaient être du sang humain. Les parties du tapis ont été apportées au laboratoire de la police de Meriden, dirigé par l'un des plus grands scientifiques du pays, le docteur Henry C. Lee. Mais aucune des taches n'a été testée positive pour le sang. Les détectives de l'unité de crime majeur du district ont commencé à approfondir les recherches sur l'emploi du temps du mari avant la disparition de sa femme. Que faisait-il ? Ils ont retrouvé ses achats par sa carte de crédit et ses dossiers téléphoniques pour le mois précédent le 19 novembre. Sur ses factures de crédit Mastercard, les enquêteurs ont trouvé plusieurs achats intéressants, dont le 13 novembre, Richard Kraft qui a acheté un énorme congélateur. La police veut obtenir un mandat pour fouiller la maison des Kraft, car sans spéculer ce qui est arrivé à elle, les détectives on peut dire que sur la base de leur expérience et de leur formation, que les crimes de violence impliquent une lutte, une rupture, l'utilisation d'armes ou d'un grand congélateur et que bien souvent c'est quelqu'un de la famille.
La police a découvert que Richard Kraft avait emmené ses enfants en Floride pour les vacances à ce moment-là. Ils ont décidé que c'était le moment parfait, Richard n'est pas dans les parages, et ils vont enfin obtenir un mandat pour fouiller la maison. Le docteur Henry Lee a accepté d'être présent et de superviser la collecte des preuves. L'après-midi du jour de Noël, une équipe d'enquêteurs de la police d'État et des techniciens de la scène de crime sont entrés dans la maison par une fenêtre arrière. Ce qu'ils ont trouvé, c'était une maison vide dans un désarroi complet. Les meubles étaient renversés, les vêtements sales étaient partout, la vaisselle, les ustensiles de cuisine n'étaient pas lavés et traînaient dans l'évier et sur les comptoirs. Les matelas des lits étaient sortis des lits et posés à même sur le sol nu du salon, avec des boîtes de jouets et des autres articles éparpillés partout. Les enfants et le mari vivaient dans un véritable dépotoir. Un congélateur a été localisé et fouillé, il n'y avait pas de corps à l'intérieur et heureusement. Ce que les détectives ne s'étaient pas rendu compte à l'époque, c'est que ce n'était pas le bon congélateur. Le congélateur qu'ils ont trouvé dans la maison, c'était le congélateur qu'ils avaient depuis des années. Ce n'était pas celui que Richard avait acheté quelques semaines avant. Le nouveau qu'il avait acheté le 17 novembre avait été retiré de la maison plus tard et jeté. Au cours de la recherche, des dizaines d'armes ont été localisées et étiquetées, car n'importe laquelle de ces armes pourrait être celle qui aurait tué L. Kraft. Au cours des jours suivants, l'équipe de recherche a passé en revue chaque centimètre de la maison et a finalement saisi 108 éléments de preuve selon l'inventaire des mandats de perquisition. Dr Lee a effectué un test de luminol à divers endroits de la maison qui a testé positif pour la présence de sang. Et le sang est haut comme celui de elle. Et là, accrochez-vous parce qu'on va arriver au fil de l'histoire à ce qui est vraiment ignoble et gore, comme je vous l'avais dit. Un conducteur de chasse-neige qui conduisait dans la région a vu Richard Kraft et il va se manifester auprès de la police. Il a dit qu'il avait vu Richard Kraft utiliser un wood chipper, une machine à couper le bois. C'était la nuit, près de la rive du lac Zoar, lors d'une violente tempête de neige. Le conducteur, lui, faisait son métier et poussait la neige pour rendre la route praticable. Et tard dans la nuit du 19 novembre, la nuit où L. Kraft a été vu pour la dernière fois, il a vu Richard utiliser cette machine énorme à couper le bois en pleine nuit. Je ne vous fais pas un dessin, c'est les énormes machines, je vous mets la photo qui coupent des énormes morceaux de bois et imaginez ce que Richard a pu mettre à l'intérieur. C'est un véritable film d'horreur. Avec ces nouvelles informations, la police a concentré ses recherches autour de cette zone pendant de nombreux jours. Dans le même temps, la police, sur les dires de M. Hyde, vont trouver dans la campagne un tas de bois avec des lettres, des papiers et des effets personnels de elle, mais pas son corps ni de sang. Puis bientôt, les détectives ont répondu à l'agence de location de Darien à proximité où Kraft a loué la machine à couper le bois. Heureusement, la machine se trouvait là, à l'arrière du magasin de location. La machine a été remorquée jusqu'au laboratoire médico-légal de la police d'État, où elle va être examinée. La police est au taquet du taquet, ils veulent trouver des preuves. Les détectives et les équipes de plongée de la police ont fouillé la scène de crime à proximité de la découpeuse de bois. La rivière de Housatonic est extrêmement froide, trop froide même pour les plongeurs et ils ne peuvent pas rester longtemps. La police a obtenu la permission de vider un petit peu le lac pour pouvoir mieux fouiller. Un détective a découvert un morceau d'un orteil humain et peu de temps après un fragment de doigt, une partie de dent. Les policiers étaient tremblants de froid, de la boue jusqu'aux genoux et fatigués. C'est un travail très dur, un travail méticuleux, un travail de Van Allen. Le docteur Lee a déclaré « Les efforts de notre équipe au lac Zoar ont finalement conduit à la découverte de 2660 mèches de cheveux blonds, de 69 éclats d'os humains, de 5 gouttelettes de sang humain, de 2 dents, d'un morceau tronqué de crâne humain, de 3 morceaux de tissu humain, d'une partie de doigt humain, et ce sont ceux malheureusement de L. Kraft. » Le 11 janvier 1987, un mandat d'arrêt a été émis au tribunal de Newton pour l'arrestation de Richard Kraft. Ce fut le point culminant des semaines et des semaines de travail méticuleux de la police. Ce soir-là,
vers 21h, une demi-douzaine de soldats et de policiers de l'État du Connecticut vont aller au 5 Newfield Lane pour arrêter Richard Kraft. Ils vont encercler la maison, ils vont téléphoner à Richard Kraft et lui demander de sortir de la maison les mains en l'air. Voici ce que la police a élaboré comme scénario le plus probable sur la façon dont Kraft a tué sa femme. Depuis que des gouttes de sang d'elle ont été trouvées dans sa chambre, ils ont supposé qu'elle avait été matraquée au pied de son lit aux premières heures du matin du 19 novembre. Peut-être lorsqu'elle faisait le lit ou changeait les draps. La police a spéculé que Richard Kraft a ensuite transporté le corps de sa femme au sous-sol, où il l'a mise dans le nouveau congélateur. Puis, il a réveillé Mary Dawn Thomas, la fille au père, la nounou, et lui a dit qu'ils devaient tous aller chez sa sœur parce qu'il y avait déjà sa femme là-bas. Lorsque Mary Thomas a posé des questions sur elle, Richard a dit qu'il la retrouverait chez sa sœur. Ils se sont donc rendus chez sa sœur et Richard est immédiatement retourné à la maison. La police pense qu'au cours de la journée, il a emmené le corps de elle, alors gelé, dans un coin isolé de la propriété qu'il possédait à Newton. Là, on pense qu'il a utilisé la tronçonneuse steel sur son corps pour faire plusieurs petits morceaux de son corps et qu'il les a remis au congélateur. Le lendemain, dans l'obscurité, pendant la nuit, Kraft a ensuite emmené ses paquets de corps enveloppés dans des sacs à ordures en plastique au lac Zoar, où il les a passés au hachoir à bois et c'est là que Monsieur Hyde l'a vu. Mais ce que Kraft ne savait pas à l'époque, c'est que la machine ferait couler des morceaux de sa femme dans la rivière et je n'arrive même pas à croire que je suis en train de vous dire cette phrase si ignoble, des morceaux de sa femme coulés dans la rivière. Reprenons. En effet, certaines parties du corps de sa femme n'étaient pas tout à fait broyées et sont tombées dans l'eau. Des petits fragments de ses os, des mèches de cheveux, des dents. En raison de l'énorme quantité de publicité sur l'affaire, le procès de Richard Kraft a été déplacé à New London, Connecticut. En effet, certains journaux se sont attardés sur l'aspect sensationnel et horrible du meurtre, et cela allait affecter l'opinion des jurés. Car comme vous le savez, les jurés doivent être libres de leurs pensées et ne pas avoir l'esprit biaisé sur l'affaire. L'une des preuves les plus dommageables présentées lors du procès, bien qu'il y en ait beaucoup, était l'énorme tronçonneuse et les morceaux récupérés au fond de la rivière des fouilles du 30 décembre 86. L'affaire a été poursuivie devant le jury jusqu'au 23 juin. Au cours des 2 semaines suivantes, 9 hommes et 3 femmes ont tenté de parvenir à un verdict. Mais un homme dont l'entêtement et les interprétations illogiques des preuves exaspèrent le reste du jury a résisté à un verdict de non-culpabilité. Et c'est le 15 juillet 88, après que 100 témoins aient témoigné et que 650 pièces aient été présentées dans le but d'un procès éthique de 53 jours, ce fut déclaré nul et non avenu. Richard Kraft a alors une autre chance d'être libre, il est en liberté. Un mauvais procès a été une amère déception, alors non seulement pour la famille de L. Kraft, mais aussi pour toute l'équipe d'enquêteurs de police et des médecins légistes qui avaient travaillé sans relâche sur cette affaire. Heureusement, le 7 septembre 89, le deuxième procès de Richard Kraft s'est ouvert sous un nuage d'incertitude pour tout le monde. Et enfin, le 20 novembre, au bout de 8 heures, il n'a fallu que 8 heures pour parvenir à un verdict unanime. Kraft a été reconnu coupable du meurtre. 11 hommes et une femme ont estimé que les preuves appuyaient facilement un verdict de culpabilité et là, perpète, c'est perpète. Près de 3 ans après le jour où elle a été assassinée, en janvier 90, Richard Kraft, toujours hautain et provocateur lors de son procès, a été condamné à 99 ans de prison pour le meurtre de sa femme, qui a été tuée d'une façon ignoble et horrible. Voilà, cette histoire de meurtre à la tronçonneuse dégueulasse est terminée. Déjà, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si cette pauvre elle qui était battue, trompée, qui payait toutes les dépenses du foyer, a dit à ses amis qu'elle restait pour ses enfants, qu'elle pensait à ses enfants. Dis-moi si tu penses que c'était la vraie raison ou dis-moi si tu penses comme moi mais que non, en fait, elle aurait dû partir puisque de toute façon,
Les enfants subissaient toutes les disputes du couple, la tension et un père totalement absent et irascible. Dis-moi ce que tu penses de toute cette histoire, si tu penses qu'elle aurait dû partir ou non. Et dis-moi si tu penses comme moi que cette pauvre elle avait pas 3 enfants mais 4, parce que lui, le Richard, il jouait au pilote de ligne, il jouait au policier, il faisait des petites collections d'armes, il gardait tout son argent pour lui, il avait ses petites passions, un vrai enfant. Et pourtant, cet enfant va tuer, mais alors cette pauvre elle, d'une façon ignoble, il va d'abord lui porter un coup si fatal qu'elle va en mourir, la mettre dans un congèle, la déplacer, la couper en morceaux, la remettre dans un congèle, puis la passer dans une tronçonneuse où les morceaux vont couler dans la rivière. Alors moi je vous le dis, à chaque fois on se dit que je vous ai raconté l'histoire la plus ignoble et qu'on a vraiment touché le fond. Eh bien non, malheureusement, j'arrive toujours à vous trouver des histoires de plus en plus horribles et c'est ce que je trouve qui est vraiment triste d'ailleurs. Et du coup, on va penser à elle qui était hôtesse de l'air et laissez-moi un avion en emoji. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos abonnements, mais vous êtes des amours, mes zig. Et d'ailleurs, si je te manque entre 2 vidéos, tu peux en regarder encore une trentaine ou bien me rejoindre sur Instagram où je poste tous les jours des photos de mon quotidien. Tu peux aussi aller sur la boutique pour des t-shirts, des casquettes, des mugs, des tabliers, des sacs. Tu trouves la boutique sous la vidéo sur le lien shopping boutique. Si tu es nounou, que tu gardes des enfants et que ton patron te dit de vite habiller tout le monde et que vous allez rejoindre sa femme et qu'elle n'est pas là, eh bien c'est bizarre et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois mes zigs, prenez bien soin de vous, faites tourner les ventilos et marchez à l'ombre. Bye bye.